Parole de Sup, c'est maintenant, présenté par Corentin BJR. Bonjour à tous, bienvenue dans Parole de Sup, épisode 6. Aujourd'hui, on rechange de continent, on rechange de sport. Après une petite semaine à parler de football, on retourne du côté des États-Unis avec une saison qui vient de s'achever. C'est la NFL et aujourd'hui, dans Parole de Sup, j'ai un invité qui me rejoint, je bafouille, c'est Clément, de supporter des Seahawks. Je retrouverai le arrobas du compte si tu l'as en tête, tu me le diras, Clément. Mais bienvenue à toi, bienvenue dans Parole de Sup. Clément, comment vas-tu ? Salut Corentin, salut tout le monde. Merci pour l'invitation d'abord. Je vais très bien. Le arrobas du compte, si tu veux, c'est arrobas Seahawks France. C'est très très simple. Classique. Eh ben écoute, merci d'avoir accepté de venir, Clément. Écoute, voilà, tu as une petite heure et demie devant toi pour t'installer sur mon canapé. On m'a dit souvent dans les épisodes précédents que ça faisait un petit peu thérapie de supporter, donc j'aime bien le remployer en début d'émission à tous mes invités. Donc tu peux lâcher ton sac, vider ton sac ici. Tu seras écouté, tu pourras parler autant que tu veux des Seahawks pendant cette petite heure et demie. Donc voilà, sans plus attendre, on peut tout de suite basculer. Donc vous connaissez je pense le programme de l'émission maintenant, hein. On va revenir sur notre invité, on va le laisser se présenter, parler ensuite des Seahawks avec une petite présentation rapide avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau de l'historique de la franchise. On reviendra ensuite sur tes débuts en tant que supporter de Seattle, Clément, avec la petite histoire qui va derrière. On verra si elle sera plus ou moins différente des autres qu'on a eu dans les précédents épisodes. Et puis voilà, tes souvenirs, tes plus belles déceptions, la classique vie d'un supporter d'une équipe sportive. Et on finira par revenir un petit peu sur la saison qui s'est écoulée et ce qui attend les Seahawks à l'avenir, qui viennent de tourner une grande page. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Et après avoir beaucoup parlé, je vais te laisser te présenter, Clément. Voilà, une brève introduction pour toi avant qu'on rentre un peu plus sur ton parcours de supporter. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. Yes, je m'appelle Clément, du coup, j'ai 26 ans. Je travaille actuellement plutôt dans l'environnement et je suis donc dédié au suivi des Seattle Seahawks situés sur la côte ouest des États-Unis. C'est ça, et écoute, merci Clément. Du coup, ouais, c'est ça, les Seattle Seahawks, on enchaîne directement avec la présentation. Donc, tu me corriges si je dis des bêtises, comme d'habitude. Les Seattle Seahawks, donc situés dans la NFC West, avec les Cardinals, Niners et Rams. Donc, Seattle, pour ceux qui ne situent pas, c'est tout en haut à gauche, à l'ouest des États-Unis. Dans l'état de Washington, fondé en 1976, ils font partie de l'expansion qui a vu aussi les Buccaneers de Tampa Bay rejoindre la NFL. Au niveau du palmarès, j'ai trois victoires de conférence, si je puis dire comme ça, qui débouchent sur 3 Ouais. Super Bowls perdus. Non, un gagné, 2 perdus. Un gagné, 2 perdus. J'ai pas eu... Ouais. J'ai pas vu la distinction. Bah écoute, on y reviendra. Mais en tout cas, les Super Bowl 2005, 2013, 2014, tu me diras après lequel a été victorieux. Mais du coup, franchise victorieuse, ça fait plaisir. Ça change du coup des Bills la dernière fois qui avaient eu ce triste record. Et donc, j'ai le Lumen Field, le stade des Seahawks, 67 000 places. Très beau stade, en tout cas de photos, qui est super atypique. Le propriétaire, donc c'est le regretté peut-être toujours Paul Allen. Je ne sais pas s'il est toujours proprio, ou en tout cas si c'est C'est sa sœur qui est Jody Allen, maintenant propriétaire. Voilà, décédé en 2018, mais en tout cas c'était sa propriété. Donc du coup toujours dans le clan familial, qui est aussi propriétaire des Portland Trail Blazers en NBA, qui était notamment un des fondateurs de Microsoft, donc quelqu'un qui a roulé plutôt sa bosse. Et voilà, au niveau du coach, maintenant c'est Mike Macdonald qui a remplacé Pete Carroll. On reviendra un petit peu plus tard dessus donc. Et au niveau des couleurs, c'est bleu, gold, gris, un truc comme ça.
Je suis un peu daltonien là-dessus. Bleu, argent et vert, Ouais, je pense. argent, ouais. Bleu, argent, vert. Ouais, voilà. Dans Moi, je le suis un statut de la franchise, je sais plus exactement, mais ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Je suis un petit peu daltonien, même beaucoup, donc d'où le gold. Mais, ouais, bleu, vert, vert, argent. Ouais. Plutôt sympa. Les maillots, là, je les ai sous les yeux, sont plutôt sympas. Donc, voilà, je sais pas si tu as des choses à rajouter dans la rapide introduction que j'ai faite. Sur la franchise, bah, il y a eu quand même, il y a eu un changement de conférence à la base puisque les Seahawks D'accord. étaient en AFC avant, dans la division, il me semble, des Broncos et Chiefs, et ont été déplacés en 2002, là dans la division en NFC Ouest. Ouais. Et il y a eu, et tu parlais du stade, il y a eu un changement de stade aussi à la fin en 1999, qui était le Kings Dome avant la construction du Lumen Field, et qui est, comme tu l'as dit, un bâtiment assez atypique, et qui est fait pour épouser un peu la population et les supporters de là-bas qui sont réputés très très bruyants. Et donc le stade est particulièrement optimisé pour faire beaucoup de bruit. Ok. Et d'ailleurs, ce qui fait écho au 12e homme, hein, des Seahawks, donc qui est déposé comme un peu en Alabama. Euh, donc il y a le supporter s'appelle officiellement le 12e homme, et du coup il y a le drapeau du 12th man qui est toujours hissé avant le début du match. Eh ben écoute, ouais, c'est ce que je vois là. En même temps, je remonte la fiche Wikipédia. Ouais, c'est ce que tu dis. Qui ont la réputation de perturber les appels de jeu adverses, hein, donc les supporters. Et écoute, on en reviendra un peu plus en détail en parlant de cette franchise et de ses supporters. On peut directement déboucher sur l'historique. Je vais te laisser prendre la main, Clément, là-dessus. Voilà, dans les grandes dates, par où tu veux commencer dans celle des Seahawks, par le commencement ou par peut-être le fait le plus victorieux, c'est toi qui vois, c'est ta franchise, donc voilà, je te laisse prendre la main là-dessus. Bah, alors par le commencement, en fait, ce qui est assez intéressant, alors Seattle a la particularité, je pense que ça parlera aussi aux fans d'NBA, enfin aux fans de sport américain, c'est que c'est un petit marché, hein, quand même, hein. C'est des équipes qui sont, même si elles sont connues aujourd'hui aux États-Unis, tout le monde s'en fout un peu de ce qui se passe là-bas. Ça a commencé avec du coup l'arrivée de Steve Largent, donc dès la première année, qui était un receveur qui était censé complètement s'écrouler, enfin, qui n'était pas censé faire une grande carrière et qui finalement est devenu Hall of Famer, qui est le premier Hall of Famer du coup de la franchise, qui est un maillot enlevé. Euh, on a quelques années, en fait, on a des années où il n'y a pas de grande victoire, hein. On fait pas avant 2005, on n'atteint jamais le Super Bowl. On a, on va en playoff, je crois, on doit aller 4-5 fois en playoff avant l'arrivée du coach Holmgren. Euh, on a quelques joueurs. En fait, on a quelques joueurs de talent, hein. Donc, on a Connie Isley, Steve Largent, j'ai dit. On a Sean Alexander après, Walter Jones, on a Hutchinson. Mais on n'est pas une franchise qui gagne beaucoup, en tout cas de sa création jusqu'au début des années 2000. Et en 2000, on a le coach Michael Ingram qui arrive. On atteint le Super Bowl en 2005, un Super Bowl qui est perdu face aux Steelers, sur une année où le running back Sean Alexander explose le record de touchdown au sol avant d'être battu l'année après par la Damian Tomlinson des Chargers. Le Super Bowl de 2005, c'est la première fois où les Seahawks sont vraiment sur le devant de la scène. Et ils sont menés par le quarterback Matt Hasselbeck. Après ça, on a une petite période de disette, hein. La dernière année de Holmgren se passe très très mal. On a un coach, Jim Mora, qui arrive, ça se passe extrêmement mal. Et là, par contre, on a le vrai renouveau de la franchise en 2010, donc avec l'arrivée de Pete Carroll et du general manager John Schneider. Là, faut vraiment le voir comme un vrai renouveau, hein, de cette franchise. Même, il me semble que c'est l'année d'après que les uniformes sont en plus refaits. Euh, et là, sous son égide, en fait, on a plusieurs drafts fabuleuses, hein, où ils vont chercher des joueurs, beaucoup de joueurs que personne ne voyait réussir forcément professionnellement, notamment en défense ou au poste de quarterback, où on va chercher Russell Wilson. Pete Carroll crée ce qu'on appelle, et qu'on appelle toujours d'ailleurs, la Legion of Boom, qui était en fait la défense de 2012 de 2010 presque.
voilà, on va dire que ces trois grandes années sont 2012, 2013, 2014, mais en fait, elle se construit à partir de 2010, 2011. Donc, qui va gagner un Super Bowl en 2013 et qui va y retourner en 2014, mais échouer à 1 yard de la ligne, hein, dans une des fins de Super Bowl qui est maintenant les plus célèbres de tous les temps, tristement célèbre du côté de Seattle. Et après ça, Seattle alterne quelques années où ils sont toujours. Alors, c'est toujours une équipe sur le devant de la scène, c'est toujours une équipe qui est capable d'aller en playoff, mais qui a beaucoup de mal à passer les derniers paliers. Et donc, ce qui nous amène à cette dernière saison aujourd'hui avec un vrai un changement de coaching pour la première fois depuis 14 ans. C'est ça, Pete Carroll qui est parti aux Patriots, c'est ça? Non, il n'est pas parti. Et il Ah, est parti nulle part. il est parti nulle part. Ouais, Non, c'est que les Patriots ont perdu la même année, ont perdu Bill Belichick aussi, qui était Ouais. un coach qui était là depuis les années 2000. J'ai essayé de suivre un petit peu via votre compte justement l'histoire de Pete Carroll. Je voyais ça partait dans tous les sens les managers. Parce qu'il a coaché aux Patriots avant. D'accord, ouais, c'est peut-être pour ça que en regardant un petit peu que j'ai mélangé. Ouais, c'est un bon résumé là que tu nous as fait. Et du coup, on va pouvoir peut-être parler plus en détail du premier Super Bowl et des deux autres, notamment. Et puis peut-être d'un des tournants, comme tu as dit, l'arrivée de Pete Carroll, qui est ce fameux personnage précisément. Peut-être sur le premier Super Bowl, je sais pas si tu l'as vu. Non, moi, à l'époque, je ne suivais pas. Bah, de toute façon, j'avais 8 ans à Ouais, l'époque, en 2005. oui, c'est vrai. Donc, non, je ne suivais pas encore. J'ai déjà revu le match, hein. Il est particulièrement célèbre pour euh, quelques calls très litigieux d'arbitrage. Euh, et c'est le premier, il me semble, Super Bowl que gagne Ben Roethlisberger avec les Steelers. Mais sinon, non, j'ai pas spécialement grand-chose à en dire. En tout cas, comme c'est pas Ouais, quelque chose que j'ai vécu ouais, personnellement, bien même si sûr. c'est quelque chose que j'ai rattrapé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Du coup, ouais, on arrive vraiment sur la période 2010. Voilà, tu ne nous dis pas encore depuis quand tu suis les Seahawks, ça, on le garde pour plus tard, mais du coup, depuis 2010, j'imagine que tu suis un petit peu plus. Donc, ouais, il y a la fameuse arrivée du fameux Russell Wilson. Pour le coup, je connais Russell Wilson. Et, et oui, effectivement, là, je vois, ça je le savais pas, mais bonne carrière universitaire, Russell Wilson, mais pas forcément un des joueurs les plus attendus, notamment en fonction de sa taille, ce que je vois. Et c'est ça, ouais. Quarterback très petit, même si Drew Brees avait entrouvert une porte sur les quarterbacks petits dans la ligue, Wilson est encore plus petit que lui, et c'est lui qui ouvre la porte, notamment à des quarterbacks qu'on peut voir encore dans la ligue aujourd'hui, comme Baker Mayfield et Kyler Murray, parce qu'il est drafté au 3e tour, justement, bah, comme tu le dis, à cause de sa taille, qui lui pose encore d'ailleurs beaucoup de problèmes, hein, même s'il a réussi à s'adapter pendant 10 ans, maintenant qu'il a perdu en mobilité dans la ligue actuelle, il a beaucoup de mal à voir au-dessus de ses linemen offensifs, qui sont généralement des mecs qui sont quand même particulièrement grand. C'est ça, et du coup, on commence le mandat de Pete Carroll un petit peu dans le dur. Je vois trois premières saisons décevantes et avant d'arriver finalement en playoff. Si je... Deux 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 premières, ouais. premières qui sont pas spécialement non plus. Non, parce que en fait, il récupère l'équipe de Jim Mora qui est vraiment au fond du trou. Ok. Et il fait, alors si, il fait en 2010, il fait un bilan de 7-9 et c'est la première équipe à aller en playoff avec un bilan négatif, de par le fonctionnement des divisions. Ce jour-là, ah bah, en fait, dans ces playoffs, il y a un des moments, je pense, qui définit le plus l'histoire du sport à Seattle. C'est ils affrontent les New Orleans Saints, euh, qui sont champions en titre. Et en fait, ils les battent à Seattle avec notamment un des touchdowns les plus célèbres de l'histoire du foot américain, qui est le Beastquake de Marshawn Lynch. Je sais pas si tu as déjà vu ce run, Ça me qui parle est un pas run comme ça, assez non. fabuleux qui est un run assez fabuleux de Marshall Lynch où en fait il plaque, enfin il a le ballon et il arrive à défoncer l'entièreté de la défense quoi. Il casse je sais plus combien de plaquages. Qui est célèbre aussi dans le folklore là-bas, puisqu'en fait il est réputé pour avoir, comme il y a le Mont Rainier à côté, en fait il y a beaucoup de centres de sismologie, et Oui. du coup qu'ils aient détecté les ondes sismiques venant du stade ce jour-là. Euh, donc du coup c'est un match qui est très fondateur, hein, vraiment dans le folklore autour de Seattle et pour les gens là-bas aussi.
Et après 2011, bon, même bilan, pas de playoff. Et après, ouais, ça commence. Wilson est drafté en 2012. La défense prend vraiment la maillot aussi à partir de ce moment-là. Et là, ça commence à exploser. Effectivement, je vois départ de Matt Hasselbeck qui devait être le quarterback du coup de l'époque Ouais, ouais, ouais. et recrutement donc de Russell Wilson, de Matt Flynn en En fait, ouais, quarterback. Les Seahawks recrutent à la fin de la saison 2011. Ils recrutent Matt Flynn parce que c'est un quarterback qui a fait un énorme match avant. Enfin, classique NFL, des équipes qui n'ont pas de quarterback, hein. Ils prennent un mec qui a fait. Il jouait un match de remplaçant pour les Packers et il a fait des stats monstrueuses. Ils lui ont offert un contrat en or. Et la même année, ils draftent Russell Wilson, mais en ayant déjà donné beaucoup d'argent à Matt Flynn. Et finalement, au lieu de se dire, bah, on a donné beaucoup d'argent, donc on est obligé de le faire jouer, bah, en fait, c'est au camp d'entraînement, ils préfèrent donner sa chance à Russell, qui du coup a battu Matt Flynn pendant les camps. Et c'est là que commence l'ère Wilson à Seattle. Effectivement, est-ce qui du coup va plutôt bien marcher puisque seulement 2 ans, même 1 an, ouais, c'est Ouais, ça, c'est en 2012, 1 an après. euh, voilà, c'est ça, vous allez au Super Bowl. Et Super Bowl que vous allez remporter du coup. exactement. Et remporté bah, plutôt haut la main, C'est ça, ouais, je vois le puisque c'est score. une Ouais. victoire 43-8 contre ce qui était, alors pas en statistique avancée, mais en termes de points, en tout cas marqué, était la plus grande attaque de l'histoire, hein. Les Denver Broncos de 2013, menés par Peyton Manning, euh, et dont d'ailleurs beaucoup de gens annonçaient que ce serait plutôt un match unilatéral en faveur des Broncos, et en fait ça a été finalement bon, on peut dire le mot, une dérouillée, hein. Plus que du coup plus de 35 points d'écart. C'est ça, plus de 35 points d'écart. Du coup, premier Super Bowl pour Seattle. Et ils peuvent s'offrir une possibilité de back-to-back la saison suivante avec un nouveau Super Bowl à jouer, mais qui du coup se passera un petit peu moins bien. Un petit peu moins bien, ouais. C'est bah, du coup la saison 2014 commence un peu mal au début. Enfin, ça c'est un peu Petite gueule de bois du difficile champion. on va dire, ouais, un peu de gueule de bois du champion, malgré même des victoires, même s'il y a des victoires face à des bonnes équipes, il y a des chutes face à d'autres petites équipes. Finalement, l'équipe monte en puissance sur toute la fin de saison. Un autre match historique, du coup, en finale de conférence, ils affrontent les Packers, où ils sont menés 16-0 dans le troisième carton, quatrième carton, et en fait, ils renversent tout à la fin dans un scénario qui est assez rocambolesque et qui aussi aujourd'hui fait partie des matchs cultes de la NFL, et avec une passe à la fin de Russell Wilson pour Jen Makers pour un touchdown en prolongation, sachant qu'en plus Jen Makers avait été visé 4 fois et ça avait résulté 4 fois sur des interceptions. Qu'en plus Jen Makers, enfin ce receveur-là, est un mec qui vient du coin, donc c'est un mec qui a joué à Washington et tout ça. Donc il y avait déjà, c'était un match aussi très folklorique, hein, dans le sort de Seattle. Et du coup, les Seahawks arrivent au Super Bowl contre les Patriots, qui était la dernière équipe à avoir fait un back-to-back, qui revenait au Super Bowl après quelques années de disette, dans un match qui est, je pense, aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais on reviendra peut-être juste un peu après, la finale de conférence de 2013, mais qui est, je pense, aujourd'hui un des plus grands matchs de l'histoire de la NFL. Donc ça se joue sur un dernier drive, où avec une réception incroyable de Jim Curse, dont on vient de parler. Les Seahawks se retrouvent à 2 yards de la ligne et décident de lancer le ballon plutôt que de courir, ce qui est un choix, enfin même si c'est un choix qui a fait énormément débat par la suite, qui était un choix à ce moment du match qui était cohérent. Le ballon est intercepté du coup sur la ligne, alors que tout le monde imaginait à ce moment-là voir les Seahawks faire le doublé. Et c'est un peu le début de la fin pour cette équipe-là, puisqu'en fait ça a créé une fissure entre, notamment, on avait une défense, la Legion of Boom, qui était très vocale. Euh, c'est des joueurs vraiment, enfin, dans la mentalité de Pete Carroll, ils pouvaient venir vraiment comme ils étaient, hein. Donc il y avait beaucoup de trash talking, beaucoup de choses comme ça. Mais par contre, c'est un équilibre qui était assez fragile. Et en fait, cette décision-là, que beaucoup de joueurs n'arriveront pas à accepter, commence à un peu fissurer cette équipe qui était partie pour être globalement une dynastie. C'est ça parce que moi, du coup, je remonte un petit peu le fil avec toi des saisons, en tout cas sur Wikipédia. Et après ça, je n'ai plus rien jusqu'à 2023. Pete Carroll est remercié à la fin de la saison. Donc que se passe-t-il dans ce trou? C'est vraiment
le désert, il se passe plus rien. J'ai vu qu'il y a Russell Wilson qui part en 2021, du coup chez les 10 Broncos, qui l'a battu. Quasi 9 ans avant. Ouais, 9 ans avant. Non, non, je dis des bêtises, 7 ans avant, pardon. Et que se passe-t-il du coup dans cette période, on va dire, de disette entre le deuxième, en tout cas le back-to-back perdu, et du coup aujourd'hui? En fait, il se passe pas rien non plus en fait, Ok. parce que on fait quand même playoff. On doit les louper les playoffs, je crois, en 2017 à un field goal et on les loupe en 2021. Mais sinon, on est tout le temps sur Russell Wilson, on est toujours en playoff. Hein. On fait 5 campagnes de playoff. Par contre, incapacité à passer le divisional, hein, donc ce qui est avant le match juste avant la finale de conférence, et une équipe qui en fait s'en sort toujours en fait un peu de peu, parce que grâce au talent individuel de ses joueurs et grâce à la mentalité de l'équipe, mais qui est plus du tout en fait un rouleau compresseur, hein, qui a vraiment du mal à être régulier, qui ressemble pas, en fait, qui ressemble plus à une équipe qui peut être championne. C'est vraiment une équipe qui peut aller faire les playoffs, qu'on sait qu'elle est très bonne, qui est difficile à battre, mais pas une équipe qui a la constance et la régularité dans le champion. Et en fait, au fur et à mesure, donc on a cette défense qui s'effrite peu à peu, donc avec forcément des pertes de joueurs, des blessures. Il y a des grosses blessures en fait aussi qui arrivent aussi en 2015-2016 où en fait on perd plein de joueurs, d'éléments centraux de cette défense. Et donc au fur et à mesure cette défense s'effrite. L'attaque, Russell Wilson monte en puissance, mais ça ne suffit pas notamment à compenser à la fois les problèmes de coaching en attaque et la perte de rendement de la défense. Et donc en fait on est un peu une espèce de dans cette période, on a un peu un bout de bois à la dérive qui est en fait qui arrive à se maintenir à flot, hein, donc qui arrive à faire partie des franchises, en fait des franchises qui gagnent le plus. Hein, on est sur Ouais. cette période-là, c'est une franchise qui gagne le plus, mais je sais pas comment dire, mais vraiment, je pense que Mais tu beaucoup peux de pas fans de sport ont concrétiser tout déjà ça. Ouais. T'es entre les ouais deux. c'est ça, ont déjà connu ce sentiment sur certaines équipes. Ouais. C'est le meilleur, trop bon pour être parmi les mauvais, mais pas assez bon pour être le meilleur. Et du coup, en fait, on a ça pendant de 2015 à aujourd'hui. Très bien, ça fait un bon petit bilan. On aura Mm. puis sur Pete Carroll un peu plus tard. J'aimerais parler de Paul Allen, du coup, qui nous a quitté en 2018, qui est un homme de Seattle, donc né à Seattle, qui avait l'air d'être basé là-bas, mort, décédé à Seattle aussi, donc qui était un des fondateurs de Microsoft notamment, donc qui avait une des plus grosses fortunes estimées notamment à 20 milliards à sa mort. Il a racheté les Seahawks en 1997. On dit souvent que en tout cas pour les grosses franchises, c'est surtout vrai en tout cas pour les Américains, que voilà, plus tu investis, plus tu vas gagner, et qu'en tout cas pour avoir une bonne équipe, il faut avant tout une bonne tête pensante. En tant que propriétaire, je sais pas si toi tu peux le juger ou avoir des réels signaux à ce propos-là, mais il avait vraiment un impact en tant que propriétaire de sa franchise? Comment est-ce qu'il était plus à déléguer vraiment à son management, ou voilà, est-ce qu'il fait partie de ces actionnaires? Je pense souvent l'exemple de Mark Cuban qui est tout le temps là à Dallas notamment, et qui a tout fait pour amener son équipe au titre. Est-ce qu'il est un peu dans cette vibe-là? Comment tu le décrirais? Moi, je dirais plutôt que c'était un mec qui avait une vision et qui avait vraiment comment dire, un amour, hein, des terres dans lesquelles il a fondé, enfin, il a possédé deux équipes, hein, donc Portland qui est pas non plus très très loin. Euh, et du coup, il avait vraiment l'envie de redonner, comment dire, de redonner une histoire et de créer quelque chose à cette ville de Seattle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il recrée, il reconstruit un stade derrière. Après, dans l'implication avec la franchise, je sais une fois qu'il avait laissé les rênes, notamment à Pete Carroll, je ne sais pas à quel point, en fait, je me rappelle plus vraiment à quel point il s'impliquait, lui, il pouvait s'impliquer derrière, mais c'est lui qui allait chercher un gars d'ailleurs comme Pete Carroll, dont que personne, qui avait déjà une expérience ratée en NFL et que personne ne pensait pouvoir réussir derrière. Donc c'est un gars qui avait pas peur de tenter.
dans certaines choses et qui avait vraiment une vision pour sa franchise. Après, sur l'implication de tous les jours, ça, je ne saurais pas dire. Je pense Ouais, que c'est mais quand même voilà, quelqu'un qui déléguait particulièrement. c'était plus dans la mentalité. Ouais, je me suis peut-être un peu égaré, emballé, mais voilà, c'était plus dans la mentalité que je venais chercher ces informations. Mais Mm. effectivement, comme tu dis, hein. Et puis surtout, je pense qu'un bon propriétaire est aussi un propriétaire qui sait qu'il ne, enfin, on peut être un homme d'affaires avec beaucoup de succès et pas savoir comment attaquer une défense avec deux safety ou quelque chose comme ça. Et donc, je pense que c'est les bons propriétaires et bons managers, c'est aussi des gens qui savent déléguer aux gens qui sont plus compétents que sur certains sujets. C'est ça, surtout que c'est quand même compliqué dans le sport d'avoir d'être prévisible et d'être sûr de ce qu'on va avoir, hein. C'est pas comme les Mm. peut-être un petit peu comme les affaires, mais pas totalement non plus. Ok, donc pour Paul Allen, on peut parler un petit peu des supporters du coup, réputés les plus brillants, hein, de la NFL. Ouais. On avait les supporters des Bills qui étaient un petit peu déjantés la dernière fois que du coup dans le dernier podcast NFL que j'ai fait sur les Bills, avec vraiment même les vidéos où on les voyait déblayer le stade juste avant le match dans les derniers playoffs. Comment du coup tu les décrirais au-delà de juste bruyants, les supporters des Seahawks? C'est très, très fidèle, hein. En fait, je pense qu'on a c'est un peu le même. Enfin, en fait, il y a des choses qui se rapprochent avec des villes comme Buffalo et en fait, et même en France pour faire écho, c'est un peu ce qui peut se passer avec des clubs comme Lens. En fait, comme c'est des petits marchés globalement, c'est des villes dont aux États-Unis les gens s'en foutent un peu. Enfin, encore que Buffalo, enfin, bien plus que Seattle, hein, mais c'est des marchés sportifs dans lesquels tout le monde se fout un peu. Et ben en fait, les gens ont un sentiment d'appartenance qui est très très fort à leur ville et à leur club de sport. Et moi, bon, de toute façon, on reviendra sur les raisons pourquoi je supporte les Seahawks, mais notamment cette fidélité-là en fait partie. C'est vraiment les supporters des Seahawks et et en fait, ils regardent tout, hein, les Sounders, là, donc le club de soccer, comme ils disent aux États-Unis, euh, les Feux, les Sonics. euh, la nouvelle équipe, les Kraken qui viennent d'arriver en NHL, donc les Seahawks et en dernier, et les Mariners en baseball. Donc il y a vraiment une très grande fidélité et un très fort sentiment d'appartenance à cette ville et à ces équipes. Et après, donc en fait, ils ont fait leur réputation là-dessus aussi sur en fait, le bruit qui pouvait opérer dans le stade. Euh, donc en football américain, qui est sans doute le sport dans lequel le jouer à domicile a sans doute le plus d'impact, hein, en fait, puisque quand on joue à l'extérieur, les supporters adverses font du bruit au moment où on est en attaque et du coup ça brouille toutes les communications et notamment ce qu'on appelle du coup les faux départs au moment du snap, donc quand le ballon, pour ceux qui ne suivent pas le foot américain, donc quand le ballon est rentré en jeu, en fait c'est une question de timing et tout le monde doit partir en même temps. Et en fait, si on n'entend pas bien la communication, notamment à cause du stade, ça peut causer un faux départ qui donne une pénalité de 5 yards. Donc ça a vraiment un très très gros impact sur les équipes qui viennent jouer à Seattle. Ouais, effectivement, et du coup, comme tu disais, grosse appartenance, et j'imagine que depuis qu'il n'y a plus notamment les Sonics à Seattle en termes de basket, t'as sûrement encore un plus gros sentiment d'appartenance à, voilà, on veut notre franchise, en tout cas qu'elle reste ici, qu'on va bien être derrière, et vraiment créer cet engouement, je pense, supplémentaire. Du coup, de ne pas vouloir Ouais, voir quelque chose arraché à notre ville. c'est ça, ouais. Oui, je pense que les Sonics sont, même si, enfin, c'est toujours difficile à voir depuis la France, mais Bien sûr. le foot américain est immensément plus populaire que le basket, hein, aux Oui, États-Unis. oui. Mais les Sonics ont vraiment, je pense, laissé un énorme vide, hein, dans le paysage sportif de Seattle et qui avait vraiment ce sentiment de, notamment les villes dont tout le monde un peu se fout sportivement et en plus on enlève une franchise NBA. Du coup, les gens sont vraiment quand ils ont pu avoir une vraie fierté autour de cette équipe des Seahawks surtout une fois que Paul Allen l'a récupéré, même si c'était déjà quelque chose avant. euh, et ben les gens ils sont allés très avec beaucoup de volonté. C'est ça. Ouais, un petit peu pour les supporters, je pense qu'on a fait le tour, à moins que tu aies quelque chose à rajouter dessus. Non, 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 je pense qu'on est bon.
Et bah du coup, écoute, on peut parler, c'est comme tu souhaites, soit de Pete Carroll maintenant, soit revenir du coup clôturer le chapitre tout à l'heure quand on reviendra un petit peu sur la fin de saison, revenir sur son parcours et de la trace qu'il a laissée peut-être. Ou on peut le faire maintenant, Ouais, c'est... plutôt sur la fin, je Ouais, pense, ouais. Non, bah, plutôt sur la fin. Enfin, même si, bon, on verra, puisque les deux, j'allais dire, c'est plus logique à la fin, puisqu'on va parler de oui, la saison, mais en fait, c'est on ça. parle de la culture à Seattle, et en fait, c'est quelqu'un qui a eu tellement d'impact sur la culture à Seattle. Mais non, on peut, Ça ouais, fera, allons-y, ça fera partons à la fin. un bon mot de la fin. Je Ouais. pense, donc du coup, on va se recentrer un petit peu plus sur toi, Clément, si, voilà, si tu le souhaites, si ça ne te dérange pas. Du coup, comment es-tu devenu un fan des Seahawks? Quelle est la petite histoire derrière? Voilà, depuis combien de temps? Qu'est-ce qui t'a amené à non pas faire ce choix, mais on va dire tomber amoureux de ta franchise du coup? Bah alors à la base, moi je suis un très grand fan de foot, hein, juste pas de foot américain, hein, de foot que j'ai découvert en 2006 là, avec la Coupe du Monde 2006, et je suis devenu totalement amoureux de sport et j'allais à la bibliothèque louer des bouquins là-dessus. Et donc j'étais très très foot pendant très longtemps et je le suis toujours, hein, même si je suis un peu moins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était en quelle année? Je sais pas, au début des années 2010. J'ai lu un manga du coup qui s'appelle Aishil 21, donc plusieurs personnes doivent connaître. Euh, et donc j'ai lu ce truc-là et j'ai fait, mais c'est trop bien ce sport. Enfin, c'est super stratégique. Enfin, il y avait beaucoup d'aspects qui me plaisaient beaucoup et j'avais quand même un peu peur de me heurter on va dire, à la barrière entre la fiction et la réalité, hein. Donc, Ouais, c'était un truc que j'avais adoré lire, mais ce que je pourrais retrouver un peu ce sentiment en regardant des vrais matchs. Et en fait, cette année-là, il s'avérait que je suis parti aux États-Unis et qu'on faisait un road trip. Plutôt et qui commençait à Seattle en fait et on a passé 3 jours à Seattle et en fait et là à Seattle je sais pas ce qui s'est passé mais je suis tombé assez amoureux de la ville, hein. Donc l'ambiance, alors c'est presque plus européen qu'américain, mais il y a la mer, enfin la mer froide à côté, les montagnes enneigées de l'autre, une ville, il y a des marchés ouverts, il y a plein de choses dans cette ville, et il y avait notamment, c'était un vendredi, et il y avait tout le monde qui avait des maillots, mais de toutes les équipes. En fait, parce que je sais plus, il y avait plusieurs matchs ce jour-là, et du coup, il y avait vraiment mais même les maillots du coup de foot, enfin le foot européen, qui est, ouais. qui est quand même un sport très peu suivi là-bas, et vraiment tout le monde dans la rue avait ces maillots-là. Et là, j'ai fait, ah ouais, il y a vraiment quelque chose. Euh, et donc pendant ces vacances-là, j'ai commencé à regarder les matchs de foot américain, qui étaient les matchs de pré-saison, c'était en 2012. Et en rentrant en France, bah, j'ai commencé à me dire, bah, vas-y, je vais regarder. Et après, quelle équipe je vais supporter, ben, en fait, c'est venu assez, pas du cœur, mais en fait, c'était vraiment l'équipe avec laquelle j'ai eu, la ville avec laquelle je m'étais senti le plus d'affinité. J'aimais bien aussi le logo, les couleurs, et du coup, j'ai commencé à regarder, donc avec beaucoup de grosse galère, hein, au début, hein, puisque c'était les streamings, mine de rien. Bon, à l'époque, on Ouais. dirait que je parle d'une période il y a 50 ans, mais mine de rien, en 15 ans, le streaming de sport a quand même vachement changé. Donc, au début des années 2010, je regardais des trucs où qu'on avait que la pub qui était en qualité d'essence et après le reste tout bugué derrière. Euh, et donc, j'ai commencé à regarder ça sur l'ordi de mes parents. Et du coup, je suis tombé après une saison, j'étais tombé totalement amoureux du sport et de la franchise en tant que telle. Tu veux que j'embraye sur pourquoi j'en suis venu à tenir un compte Twitter ou pas? Tu peux, hein, écoute, tu préchotes les questions, j'aime bien, hein. Donc, ouais, ouais, tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Bah maintenant que je suis lancé, oui, et du coup j'ai commencé à devenir très passionné de ce truc-là. Et moi, quand je suis passionné d'un truc, et ben j'adore en parler. Et le problème, c'est quand on est fan de foot américain, c'est qu'on peut pas en parler à grand monde. On peut expliquer vite fait les règles à deux trois personnes, hein, mais ça saoule vite les gens qui s'y intéressent pas. Et du coup, bah il y avait des forums à l'époque, notamment les forums du site Touchdown Actu, qui est un site de news, que le plus gros site français aujourd'hui sur la NFL.
Et ils avaient un forum associé sur lequel moi je commençais à parler beaucoup et sur lequel il y avait beaucoup de gens très passionnés, en plus de tout âge, hein. Donc des gens qu'on regardait dans les années 80, qui regardaient tellement fans du truc, qui regardaient dans les journaux les résultats et qui pouvaient à peine voir une retranscription de match. Euh, et du coup, plein de gens très très intéressants. Donc en plus avec le propre des forums, hein, on n'était pas limité par le nombre de caractères. Donc on voyait des pavés de questions techniques, d'histoire du sport et de ça. Et moi, en fait, j'ai adoré. Je me rappelle, on faisait des résumés de match. Les lendemains de match, tout le monde écrivait un énorme pavé de son ressenti sur le match, des analyses tactiques qu'il avait pu en faire. Et donc ça a encore plus renforcé ma passion pour ce truc-là, puisque vraiment, on était dans ce que j'avais aimé, hein, un peu l'aspect stratégique, même historique, folklorique, où vraiment on dissertait autour de ce truc-là. Et après ça, bah, il y a Twitter qui a un peu explosé, les forums qui se sont aussi un peu cassés la gueule. Et moi, à ce moment-là, je commençais à arriver en études et du coup, j'avais quand même un peu de temps pour écrire. Et en fait, sur Twitter, auquel je m'étais mis, il y avait un compte Sioux France qui avait déjà été créé. Et je connaissais la personne qui l'avait parce que je le connaissais du forum. Et j'avais commencé à. Je lui ai demandé s'il était chaud de partager des articles que j'écrivais sur les Seahawks. Ouais. Et il m'a dit oui, d'ailleurs, pas de souci. Enfin, de toute façon, comme on se connaissait et qu'il aimait bien ce que j'ai écrit, il m'a dit je te laisse même accès au compte Twitter. Et en fait, au fur et à mesure, ça devait être je sais plus quelle année c'était. Oh, c'était il y a quelques années quand même. Euh, et au fur et à mesure, en fait, c'est comme moi qui l'ai repris, hein. Enfin, les deux fondateurs du compte aujourd'hui, je suis toujours en échange avec eux, mais c'est que moi qui tiens le compte depuis 6 7 7 ans peut-être, que moi qui tiens ce compte-là. Et du coup, avec la fin des forums et l'explosion de Twitter, j'ai adapté on va dire le média là-dessus et j'en suis venu à tenir ce compte Twitter-là. Et avec pour réaliser mon plus grand rêve de jeune fan, c'est-à-dire que j'ai toujours 1000 personnes avec qui parler de ce sport et du coup pas nécessairement besoin d'avoir 15 amis qui regardent en détail le foot américain. C'est ça, et donc du coup je suis en même temps du coup sur ton compte Twitter. Aujourd'hui donc il y a 4457 personnes qui te suivent. Euh, J'imagine déjà que c'est une fierté. Mais toi, qu'est-ce que tu attends de ce compte? C'est quoi ta vision des choses? Qu'est-ce que tu fais aussi en détail? Parce que ouais, j'ai beaucoup suivi tes tweets pendant le Super Bowl et j'ai beaucoup rigolé. Mhm. Et en tout cas, c'est bien présenté aussi. Comme je disais, j'ai suivi un petit peu les affaires du départ de Pete Carroll, où tu expliquais plutôt bien. Comment tu décrirais ta ligne de conduite et qu'est-ce que tu recherches à travers ce compte? Alors déjà ouais, pour ta première question, ouais, oui, c'est un peu une fierté en fait parce que mine de rien, enfin c'est quelque chose qu'on fait gratuitement, hein. Moi après ça me fait toujours immensément plaisir de le faire. Du coup en fait c'est vrai que le nombre d'abonnés, bon c'est parfois un peu superficiel, mais ça fait toujours plaisir, hein, d'être assez suivi. Euh, enfin, surtout dans la communauté NFL aujourd'hui, du coup c'est le compte FR le plus suivi. Ça fait c'est un peu c'est une récompense, hein, forcément un peu. Euh, mais ce que je recherche aussi sur ce compte, c'est vraiment, moi, c'était l'idée. En fait, ma ligne de conduite là-dedans, elle est très personnelle. En fait, je m'efforce notamment de tweeter généralement beaucoup, donc sur les grosses news sur la franchise et tout ça. Mais c'est un compte que j'ai très personnel, hein. Enfin, donc, comme tu as vu, je fais Bien beaucoup sûr. de vannes ou de mèmes à la con là-dessus. Je tweete plein de trucs qui me passent par la tête. Enfin, j'ai pas spécialement envie, même si, enfin, c'est pas une critique parce que je sais qu'il y a d'autres comptes FR qui recherchent à l'inverse de faire un truc plus pro. Moi, j'ai envie de faire un truc à la fois un peu pro quand je mets les news et tout ça, mais à la fois un truc je sais pas comment dire, on sent une patte personnelle aussi un peu derrière, quoi. On sent que c'est une personne derrière le compte et du coup les gens me connaissent aussi un petit peu, savent ce que j'aime, Voilà, enfin on sait comment quand dire, c'est toi qui ce que tweets, j'aime du bien en coup. NFL, ce que j'aime pas. C'est ça, voilà, un peu.
Et bon là du coup c'est facile parce qu'il y a que moi qui tweet dessus, mais donc j'ai envie d'en faire un truc un peu personnel, un truc enfin il y a un peu une notion de divertissement aussi. Enfin j'ai envie de tweeter des trucs débiles, bah c'est marrant, je les tweete, et à la fois j'ai un peu envie de faire à un moment j'ai envie de faire une analyse tactique parce que j'ai un peu de temps, et ben je la poste aussi quoi. Il y a pas J'arrive pas à avoir de vraie rigueur, hein, tu sais, faire tous les Bien lundis j'ai sûr, cette ouais. analyse tactique ça qui sort, j'avais essayé un podcast et tout, et en fait je crois qu'avec le temps, au début c'est un truc qui m'embêtait un peu, hein, vraiment j'avais envie de faire ça, et bah, avec le temps crois que je suis pas trop mal dans cette formule là, donc qui est pas du tout régulière. En tout cas, sur le court terme, hein. Il y aura pas tous les lundis ton analyse Oui, tactique, oui. mais au final, au global, sur l'année, il y aura toujours un peu la même proportion de trucs stats, de trucs tactiques, de vannes et trucs comme ça. Et c'est un peu ce que j'essaye de retranscrire dans le compte, quoi, hein. Quelque chose d'assez généreux, je dirais. Bah écoute, je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis là, de cette organisation un petit peu désorganisée, avec un petit peu de dilettantisme. Je sais pas si c'est bien français, mais je suppose que tu me comprends là-dedans. Ouais. Du coup, ouais, il y a quand même. Ouais, j'imagine qu'il n'y a pas que des supporters des Seahawks qui te suivent, mais t'arrives du coup quand même à avoir cette petite communauté et à échanger avec des Français, voilà, autour des Seahawks. Est-ce que tu as un petit peu aussi de contact avec des Américains que tu suis à propos du club, j'imagine voilà, est-ce que vous êtes les vilains petits canards français? Est-ce que tu arrives à avoir des contacts avec eux? Alors, j'ai pas de contact avec la franchise en tant que telle. Et Ouais, d'ailleurs, je cherche pas spécialement à en avoir, hein, parce que j'ai pas. En fait, j'aime bien aussi la liberté que je peux avoir sur ce compte, hein, de ouais. tweeter de la merde et de parfois critiquer des joueurs, ce qui est pas forcément facile si t'as un compte qui est surveillé par ta franchise. Mais par contre, ouais, j'ai plusieurs contacts avec notamment des journalistes américains avec lequel on se suit, enfin on se suit mutuellement, avec lequel on peut échanger. Il y en a, Nora Principotti, là, qui est une journaliste américaine nationale, avec qui on se connaît parce qu'en fait ça les fait marrer parce que je mets putain dans mes tweets tout le temps, et en fait du coup ça les fait mourir de rire le français qui dit putain sur un sport à l'autre bout de la planète. Et aussi des journalistes un peu plus locaux, hein. Il y en a certains parce qu'ils parlaient français, d'autres parce qu'on se suivait. Bah, il y a une communauté Twitter très forte, hein, autour des Seahawks américaines. Euh, donc là-dessus, ouais, j'ai quelques contacts. Et après, par contre, en France, oui, 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 j'ai totalement espèce de noyau dur de gens que je Ouais. connaissais d'avant, plus en fait finalement, même si c'est vrai que j'ai enfin, en tout cas, non, j'allais dire, j'imagine, non, mais je le sais, j'ai plein de personnes qui ne supportent pas les Seahawks qui me suivent. Les gens qui supportent les Seahawks sont généralement ceux qui répondent le plus, like le plus. J'ai des messages privés aussi de gens qui veulent échanger sur l'équipe. Donc oui, oui, il y a clairement une communauté, hein. Et une communauté qui est assez incroyable, hein, parce que euh, enfin, moi j'ai des trucs. J'avais déjà dit une fois que je pouvais pas voir un match de pré-saison. Je me suis levé le lendemain, j'avais deux messages dans mes DM de gars qui m'avaient résumé le match pour m'aider à faire le résumé sur Twitter, quoi. Excellent, Donc quoi. non, 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 il y a quand même une communauté qui est assez soudée, je sais pas, hein, mais il y a un vrai noyau, quoi. Ouais, pour un petit marché en plus comme ça, Mm. c'est plutôt sympa. Ouais. Bah, c'est la force aussi qu'on a actuellement en NFL en France, hein. C'est qu'on est en fait on est un petit marché, et il n'y a pas de je voudrais pas jeter l'opprobre à mes amis en NBA, hein, mais c'est les communautés plus grandes, il y a plus de drama que quand on est un petit village, quoi. C'est ça. Et du coup, pour continuer et approfondir tout ça, on avait parlé donc dans le podcast sur les Bills de la red zone, c'est ça, hein, le dimanche soir. Ouais. Euh, donc les Seahawks sont pas toujours en prime, j'imagine, dans le Sunday Night Football, les choses comme ça, Monday Night Football.
J'imagine que tu dois surtout consommer avec la red zone. Ou en tout cas, voilà, ma question, je tourne un peu autour du pot, mais va être simple. Toi, comment est-ce que tu consommes le match du coup? J'imagine que si c'est le dimanche à 19h, c'est plus simple que le lundi à 2h du matin ou les choses comme ça. Comment tu vis le match selon les horaires et comment tu le retranscris en tout cas sur ton compte et toi du coup comment tu le vis même pour toi-même? Bah, en fait, ce qui est marrant, bah, moi j'ai un peu tout connu hein, du coup, parce qu'il y a une époque où les Sioux c'était souvent en prime time. Ouais, Là ils le bien sont sûr. Ouais. beaucoup moins. Donc j'ai un peu tout connu. Bah, alors c'est sûr que quand le match il est à 19h, bah, c'est plus pratique, hein, c'est sur les heures françaises. Euh, enfin, c'est vraiment, enfin 19h c'est parfait, hein. Moi c'est en plus, j'adore. Enfin, j'étais tellement fan de ce truc-là que pendant 6 mois, j'ai jamais le blues du dimanche soir, ce qui est quand même très pratique. En fait, je sais qu'il y a du foot Clairement, américain ouais. le dimanche soir. Après 22 heures, ça commence à aller, mais en fait, je critique souvent. Enfin, je fais toujours un peu la gueule hein, quand faut. Surtout avec le boulot maintenant, parce Oui. que quand j'ai commencé, j'étais étudiant au lycée, des trucs comme ça. Maintenant, avec le boulot, c'est forcément un peu plus emmerdant. Euh, de se coucher à 5 heures du mat parce qu'on a fait enfin, pour justifier qu'on est un seul débile qui regarde un sport à l'autre bout de l'Atlantique. Mais non, mais en fait, même si ces matchs me dérangent là, je trouve en termes de communauté, c'est ceux qui sont les plus agréables en fait, puisque bah, du coup sur Twitter, il y a que les gens qui veulent vraiment, il y a qu'un seul match qui passe à la télé, donc en fait les gens sont concentrés sur ce match-là, donc les interactions sont toujours un peu plus riches. Il y a un sentiment aussi un peu de solidarité hein, avec les 30 Français qui sont restés debout pour regarder ça. Donc, et aussi, il me semble qu'il y avait une étude qui a été prouvée que les émotions étaient un peu décuplées la nuit. En fait, que du coup, quand tu regardes un match là, à 3 heures du mat, bah, les émotions sont pas du tout les mêmes que quand tu le regardes à 19h, même en septembre, quand il fait Ouais, ça encore je veux jour, bien par te exemple. croire, ouais. Et puis surtout, il y a un enjeu émotionnel différent, c'est celui de est-ce que je suis resté debout pour rien ou pas, quoi. Parce que ça, c'est arrivé à tout le monde, hein, de rester et Ah, 3 heures du mat, et complètement. en fait, c'est une putain de purge, et on fait, attends, mais merde, quoi. Genre, vraiment, je suis en train de saccager ma journée, voire ma semaine, parce que, alors que vraiment, je prends pas de plaisir. Et après, sur la gestion du Twitter, euh, c'est compliqué parce que en fait, c'est des matchs assez longs. Euh, Et on a tous, je pense, toi comme moi, comme beaucoup de gens, on a tous perdu aussi en capacité d'attention. Ah, Et, complètement, ouais. euh, et le problème, c'est que en fait, j'adore live tweeter les matchs. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup les interactions avec les gens et tout ça. Mais parfois, en fait, je me dis, je vais être concentré dans le match et je vais vraiment live tweeter à la fin. Donc, je vais pas trop toucher à Twitter pendant le match. Je vais pas même scroller Ouais. Twitter pendant le match. Parce qu'en plus, déjà, alors maintenant que j'ai le Game Pass, ça va. Mais à une époque, en plus, on se faisait carrément spoil par les beatwriters qui étaient dans le stade. Donc, je me dis, je vais pas trop scroller sur Twitter, lire les trucs et tout. Je vais juste tweeter quand j'ai envie de tweeter et vraiment me concentrer sur le match. Et en fait, ça marche les deux premiers, enfin, un quart temps. Et puis finalement, au bout d'un moment, on se retrouve un peu dans, je sais pas, enfin, je vais décrire un truc. Je pense que beaucoup de gens peuvent avoir ça dans la vie réelle. Parfois, le sentiment un peu de trop plein, où en fait, on a de l'attention sur un truc, de l'attention sur un autre et tout ça. Et on évite, faut tweeter, faut lire les tweets, faut regarder le match à la fois. On se tape les pubs en même temps. Et parfois, ça peut être un peu oppressant, le live tweet. Mais ça reste un truc que je fais avec grand plaisir. Très bien. Bah écoute, c'est cool, ouais, tu ressens pas non plus voilà, trop, pas, c'est un peu excessif ce que je veux dire, mais pression, en tout cas, de te dire, bah, tu vois, j'ai quand même envie de kiffer le match de mon côté, mais il faut absolument que je partage ça. Je veux dire, voilà, tu arrives quand même à te faire la part des choses, à toujours prendre ton kiff devant le match en tant que supporter. Alors, je prends toujours mon kiff, mais alors je ressens totalement la pression de plus pouvoir kiffer le match comme avant. Enfin, c'est-à-dire Ouais, ouais. tout seul T'as dans mon toujours salon, ces pure petites choses émotion. à côté, ouais. C'est ça, il y a un truc qui se passe, faut que je tweete de coup dessus, et du coup je le vis un peu, je le vis différemment parce qu'avant je dirais que en fait je le vivais qu'une fois, genre l'émotion d'un touchdown et tout ça tout seul, alors que maintenant je la vis une fois mais divisée en deux quoi. Donc Hmm. un peu moitié sur le match et moitié sur Twitter, donc qui apporte d'autres émotions, hein, puisque en fait on voit mine de rien c'est une retranscription aussi de gens qui sont très contents quand il y a un touchdown ou quelque chose comme ça. Donc c'est
c'est une expérience différente. Et en fait, je m'en suis rendu compte il y a quelques années que j'ai commencé à vraiment que je le ressentais différemment. Mais là, par contre, cette année, c'est la première année où ça m'a pas tant. En fait, toutes les 3 dernières fins de saison, je me disais à la fin, putain, j'ai peut-être trouvé. J'aimerais bien. J'hésite à demander à quelqu'un d'autre et tout, tu sais, Ouais. pour faire notamment pour les parties live tweet, les jours où je peux pas les faire et tout ça. Et en fait, là, c'est la première année où ça. Bon, ça va, je crois. Et puis même cette année, il y a des fois où, en fait, que je me suis rendu compte quand je le fais pas, les gens, enfin, en fait, les gens, ils en veulent pas aussi, quoi. Enfin, Oui. ils t'en veulent pas. Ils aiment pas moins le contenu que tu fais parce qu'une fois, tu loupes un truc. Euh, donc non, je dirais que je suis en train de naviguer vers un certain équilibre là-dessus. Bah, c'est cool, ça fait plaisir à entendre. En tout cas, ça te gâche pas tes matchs. Non, non, Ouais, on va laisser un petit peu de côté la partie Twitter et plonger un petit peu dans tes souvenirs de supporters, qu'ils soient bons ou mauvais. Euh, Généralement, je demande un petit top 3, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Ça peut être des anecdotes aussi que tu peux avoir. Est-ce que comme ça, tu as des... Bon, j'imagine que le Super Bowl est un très bon souvenir et que celui perdu l'année d'après était un très mauvais. Mais tu peux m'en parler, hein, ça marque, hein. Surtout si c'est dans des moments, situations spéciaux. Euh, si t'avais trois souvenirs, hein, on va dire, qu'ils soient bons ou mauvais, des Seahawks, lesquels ce serait et pourquoi? Euh, hum, alors, en fait, c'est compliqué parce que en fait, ce qui me dérange, c'est que vraiment, c'est surtout cette partie très émotionnelle, même s'il y a eu beaucoup de trucs avant, elle est concentrée sur 2 saisons vraiment énormes. Euh, En fait, je vais faire particulier. Je vais t'en citer trois dans un qui sont assez incroyables et je vais te dire lequel je garde de ces trois-là. Pas de souci. Euh, C'est ton c'est qu'on a eu, podcast, tu donc peux en fait parler de tout, 2013, hein. 2013, on a cette finale de conférence donc contre les 49ers qui sont les rivaux des Seahawks depuis l'arrivée des Seattle dans la franchise, dans la division. Euh, et donc il y a ce match-là qui est pour moi, je pense, allez, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, mais plus grand ou alors top 5 des matchs des années 2000 de football. C'est la quintessence de ce que faisait le football de l'époque. 2 énormes défenses, 2 quarterbacks jeunes et mobiles, des attaques axées sur la course, 2 coachs qui se détestent, qui s'affrontent en universitaire. Enfin, ce match, c'est le crème de la crème, vraiment de ce qui se fait dans le foot US. Et ce match se finit avec notamment une passe déviée qui finit en interception de Richard Sherman, qui est aussi un des jeux les plus cultes maintenant du siècle en NFL. Donc ça c'était un souvenir incroyable parce que vraiment c'est une qualité de football qui est magnifique. Plus ce jeu qui à la fin, où en plus à la fin Richard Sherman vient un interview qui est très connu où en fait il prend le micro de Erin Andrew et il s'énerve et il finit par trash talker à fond Michael Crabtree, le receveur de l'équipe adverse. Euh, Après ça, il y a le Super Bowl. En fait, et le Super Bowl qui est, comment dire, en fait, qui est un super souvenir, hein, qui est incroyable. Parce que moi, fan de football défensif, vraiment, ce que fait la défense ce jour-là, c'est fabuleux. Mais il y a des émotions. En fait, il y a des émotions, mais c'est une dérouillée, quoi. Donc, euh, avec le recul, même s'il y avait que les supporters des Seahawks et moi y compris qui étaient à la mi-temps quand il y avait 21-0 qui étaient là, bon, c'est pas gagné, hein, vraiment ça peut remonter. En fait, tu marques sur le retour, tu marques un retour de coup de pied, en fait ça a été à 28-0, bon, bah, ou alors, non, pas 28, non, 20, moi je sais plus, mais on devait être à 30-0 parce que ça devait être 23-0 à la mi-temps, enfin, c'est Ouais, ça déjà, enfin, sentait c'est bon. plié quoi. Et alors par contre, et du coup l'année d'après, là, le match dont on a parlé, la finale de conférence face aux Packers, je sais pas si j'ai déjà dans le sport, à part, allez, et c'est très comparable, à part peut-être une finale de Coupe du Monde de l'équipe de France, je sais pas si j'ai ressenti un truc aussi fort que cette finale de conférence-là, où cette équipe elle est nulle à chier, il y a juste la défense qui tient, et en fait il y a aucun monde où cette équipe elle peut remporter le match, et en fait elle finit, les jeux rocambolesques et mythiques finissent par s'aligner,
la chance aussi, forcément, hein, sont prédominantes dans le sport. Et on finit sur ce qu'ils appellent un walk-off touchdown. En fait, c'est en prolongation. Si le touchdown généralement sert, enfin, la prolongation est terminée, quoi. Bon, à part au dernier Super Bowl où les règles ont changé. Ouais. Pas au moment où les règles ont changé, mais si tu marques un touchdown, enfin, c'est terminé. Et du coup, là, ce touchdown pour Jermaine Kearse, qui était le vilain petit canard un peu de la franchise et tout ça. Euh, et on finit, et du coup, les Seahawks retournent au Super Bowl. Moi, c'est un truc, mais c'est. Enfin, quand je te dis que c'est un truc, qui a l'émotion qui m'a particulièrement atteint, c'est vraiment, ça fait partie des vidéos, tu sais, des moments où ça va pas bien et tu as envie de revoir du sport et de Oui, reprendre oui. des frissons. Enfin, c'est le truc où je la relance 100% du temps. 100% du temps, ça repart, quoi. Enfin, T'as toujours le sourire quand tu vois ça. c'est ça, exactement, ouais. Et il demande toujours comment c'est possible et tout, quoi. Enfin, c'est vraiment, connais les minutes de ce match. Je pense qu'il y a deux matchs dans ma vie que je connais par cœur. Il y a France-Brésil de 2006 et celui-là. Et je pense que c'est et vraiment, et je connais, c'est celui-là, je le connais vraiment absolument par cœur, quoi. Et Ok. du coup, voilà, ça Ouais. serait mon souvenir top, vraiment là-dedans. Ouais. Euh, Après, en deuxième, bah, alors le souvenir le plus marquant et malheureusement bah, le plus triste, hein, moi c'est, enfin, je vais encore faire un parallèle avec le foot, hein, mais je pense que tous, quand on est fan de sport, notre vie est un peu, enfin, notre expérience de fan de sport est jalonnée par les peines et les joies, et notamment plus souvent les peines que les joies, Oui, hein, oui, puisque complètement. il y a qu'un gagnant à la fin, donc statistiquement, c'est quand même la vie de supporter de sport et la vie d'un éternel insatisfait. Moi, le Super Bowl perdu en 2014, là, avec l'interception à la dernière seconde, mais dévasté, hein, dévasté. Vraiment, enfin, moi, c'est mon France-Italie 2006 à moi, hein. Et je sais, enfin, les gens qui, je pense, en plus, l'auront plus qui ont mon âge aujourd'hui, donc qui étaient souvent la première expérience de foot France-Italie 2006 à ce Ouais, moment-là, savent, je pense, de quoi je parle bien sûr. vraiment. La peine que ça a pu procurer. Moi, vraiment, ce match-là m'a dévasté après, hein. Et puis le pire, c'est qu'on n'est pas juste. Tu prends pas juste la défaite et derrière tu passes à autre chose. C'est qu'en plus derrière, enfin, il y a encore aujourd'hui des débats sur est-ce que enfin, j'en ai encore eu cette année sur est-ce que la dernière action était le meilleur choix, quoi. Donc en plus, c'est vraiment, t'es obligé d'y retourner, quoi. Et t'as toujours ces images qui reviennent et tout, et en permanence et en permanence. Non, c'est. Ouais, bah, ça, je suis pas foutu de. Je peux pas revoir ce truc-là, quoi. Vraiment, Est-ce que j'ai la revu la première mi-temps parfois. est-ce que Ouais, la ouais. déception de ce Super Bowl perdu est plus grande que l'euphorie ou la folie, je sais pas comment on peut qualifier ça, l'ivresse de la victoire de l'année d'avant? Je sais pas si tu vois ce Ouais, que je veux dire. ouais, non, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est toujours. Ouais, d'une certaine manière, ouais, je pense. Euh, Peut-être le fait d'être si près, hein. Ouais, ouais. T'es- Non, en fait, et puis en fait, je ne saurais pas te dire sur le moment, mais c'est juste le côté. En fait, si tu inverses les deux, ma réponse, c'est pas du tout la même. Oui, hein, ouais, Mais ouais, si t'inverses, enfin, je veux dire, si le match, la défaite, elle a lieu avant la victoire, c'est pas du tout la même réponse que je te donne. Et ouais. là, c'est vrai qu'en fait, t'as déjà gagné. Et du coup, rien que chronologiquement, en fait, le sentiment de peine, il vient d'un coup. C'est quand j'essaie de reprendre mes souvenirs, en fait, ça sort toujours. On avait gagné le Super Bowl là, mais on aurait pu gagner les deux. Et en fait, ça a été la Ouais, fin t'as pas tragique, quoi. t'as la mauvaise nouvelle après la bonne et du coup tu t'effaces un peu la bonne Mm, parce que tu restes sur une mauvaise note, mm. ouais, je saisis. C'est ça. Mais non, oui, donc après, je sais, c'est toujours difficile de comparer les peines et les joies, hein. Oui, bien sûr, bien Et, sûr. mais c'est vraiment. Euh, C'est rare, bah tiens, en fait j'avais la liste des saisons là sous les yeux et c'est vrai que t'as ce One SB, enfin ce SB gagné, SB perdu à la suite, putain, ça picote. Surtout que tu en fais deux d'affilée, Mais tu sais bon, pas bon, quand ça tu fait. retourneras donc. Hum, ouais. Et puis, en fait, ce qui m'atteint particulièrement aussi dans ce match, c'est que c'est un des plus beaux, enfin, j'en parle au début du podcast, c'est un des plus beaux matchs de football que j'ai jamais vu. Et et je sais pas comment te dire, ça c'est très personnel, hein. Mais parfois il y a des matchs qui te plaisent visuellement. Tu vois, Oui, je sais pas, dans les couleurs du terrain, des choses qui te marquent, tu vois, par exemple. l'environnement, ouais. Et moi, ouais, l'environnement, les maillots, bon, après, parfois, c'est un effet télé, hein, mais tu sais, c'est filmé d'une telle manière. Et c'est un match qui, euh, les couleurs me plaisent. Vraiment, enfin, c'est ça, je sais pas, c'est un match que je vois le truc, vraiment, ça me plaît, quoi. Tout me plaisait dans ce match. Vraiment, tout me plaisait jusqu'à la dernière action. Du coup, ça a été, ouais,
c'est le plus dur, un sentiment, je pense, en tant que supporter des Seahawks, mais il définit aussi. Enfin, si on regarde le sport pour les défaites aussi, hein, mine de rien. Enfin, Ah ouais, c'est comme bizarre tu à l'as dire dit, comme hein, on ça, est hein. plus souvent déçu que heureux en soi. On n'est pas Mm. supporter pour les victoires de ton équipe, hein. Exactement. Et ça fait partie. Et mine de rien, en fait, je suis fier d'être supporter de cette franchise. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire de la franchise. Donc, nécessairement, ça fait partie de ton histoire, quoi. Donc, C'est faut ça. pas. Est-ce que t'as Mais une... ça a été loin à digérer. Bah ouais, Ouais. ça j'imagine, ça comme toutes les défaites, tu l'as en travers de la gorge à un moment. Est-ce que tu as une dernière anecdote, souvenir, déception qui te vient Ah, à l'esprit? attends, je réfléchis avec les saisons. Euh, Parce que après, j'en ai beaucoup, hein, des très Oui, bons oui. souvenirs. Je sais pas, il y a des matchs, c'est vrai qu'il y a eu un ou deux bons matchs de playoff. Il y a des matchs de saison régulière, hein, que j'adore, hein. Enfin, pour en citer rapidement, Seahawks Patriots 2016, Seahawks Texans 2017. Vraiment des matchs, Seahawks 49ers 2019 aussi. Enfin, vraiment des trucs, des matchs très très forts. Attends, je réfléchis vraiment lié à la franchise. Ouais, Là, c'est compliqué, hein, mine de rien. ouais, Une fois que ouais, t'as ouais. les victoires et les défaites très marquantes, enfin, d'en choisir un autre qui sort vraiment de l'ordinaire, qui n'est pas juste. Euh, Ou un moment plus qu'un Non, parce autre. qu'après, il y a des débuts. Ouais. Ouais, ouais, non, mais j'essaie de voir, non, parce qu'après, les débuts de saison de Russell Wilson, là, 2019 à 2021, moi, que j'ai trouvé fabuleux, enfin, même 2018 jusqu'à 2021, qui était assez incroyable. Vraiment le sentiment d'avoir une excellente attaque. Euh, Attends, merde. Ah si, un particulier, même s'il est contre les règles, en 2014 ou 2015, les Seahawks affrontent les Lions et se font remonter dans les dernières secondes. Et on va se prendre un touchdown de Calvin Johnson et Cam Chancellor arrive et met un coup de poing dans la balle qui sort dans la end zone. Bon, avec après un geste litigieux d'un autre joueur des Seahawks, mais on passera sous silence. Et ça fait partie des moments qui définissent aussi un peu l'équipe de cette époque, hein, sur son espèce de sa capacité abominable à toujours jouer au niveau de l'adversaire, hein. Donc toujours, peu importe les matchs, de toujours. Mais du coup, même si t'es moins fort, d'être quand même à niveau, et même si t'es fort, d'être aussi avoir une chance de le perdre. Mais cette résilience, et c'est beaucoup de joueurs atypiques, donc Cam Chancellor, qui était un des joueurs les plus charismatiques de Seattle, qui va puncher le ballon et qui permet en fait de sauver le match sur la ligne. Je sais pas si c'est celui en termes de sentiment le plus fort, mais c'est un des jeux qui pour moi définit l'équipe de cette époque. Et du coup, équipe iconique, donc c'est beaucoup plus marquant, j'imagine, en tant que Mm, supporter. exactement. Bah écoute, c'est des beaux souvenirs. Et j'irai voir après qu'on ait enregistré, fini d'enregistrer ceci, là, tous les matchs que tu m'as dit, parce que ça m'intéresse. Les plays, les Super Bowls, tout ça. Donc merci pour partager tout ça avec moi en ce moment, Clément. On passe un Bah, pas super, de soucis. on passe un T'avais super raison moment. sur le côté thérapie, c'est que Ouais, je sens que tu putain, ça accélères. déroule en fait, Ouais, hein. tu as de quoi dire. Et j'aime beaucoup. Ouais, ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble, donc tu vois, ça passe vite, mine de rien. Et on n'a pas fini encore. On va pouvoir avancer du coup sur la dernière partie de ce podcast et revenir un petit peu sur la saison Et qui vient de s'écouler. Dis-moi. Oui. juste sur les deux jeux aussi dont je t'avais parlé, Ouais. enfin il y en a un dont je t'ai pas parlé, si tu dois absolument regarder en tant que, enfin notamment si tu regardes le foot US un peu de loin et que vraiment fan un peu de beaux jeux d'action de highlights quoi. Ouais. Du coup il y a le Beastquake que je t'avais dit en 2010. Ouais. Tu tapes Beastquake et tu l'as. Et après, tu as le Beastquake numéro 2 qui a lieu fin de saison 2014 ou 2015 contre les Cardinals qui est en fait du coup par Marshall Lynch, le même joueur hein, qui Ouais. s'appelait, enfin dont le surnom était Beast Mode et qui est en fait aussi qui est aussi monstrueux. Donc je t'invite vraiment à regarder ces deux-là. J'en prends bonne note. Et, Hein. et j'irai voir ça avec grand plaisir. Et, euh, et ouais, du coup, on va revenir un petit peu sur la saison passée et puis ce qui attend les Seahawks dans le futur, en tout cas dans le futur proche.
Donc pas de playoff cette année malheureusement si je dis pas de bêtises. J'ai le Ouais. classement sous les yeux. Donc vous finissez troisième de la division derrière les Niners qu'on a retrouvés au Super Bowl et les Rams. Euh, Comment est-ce que tu as vécu cette saison voilà, rapidement, on finissait en 9-8. Voilà, j'imagine que t'es un peu déçu et là il y a une page qui va se tourner. Donc comment as-tu vécu cette saison et comment tu vois plus ou moins l'avenir se profiler avec notamment un nouveau coach? Euh, Bah alors déjà, c'est joué un peu hein, quand même les playoffs, mais en fait c'est marrant cette question parce qu'en fait je me rends compte là maintenant que tu m'aurais posé la question il y a 2 mois après l'élimination playoff, j'aurais pu totalement te résumer vraiment enfin mon ressenti de la saison. Et en fait le fait que Pete Carroll du coup soit parti, ce qui n'était pas nécessairement prévu, et maintenant quand je regarde en arrière, ça change totalement mon regard sur la saison. Je sais pas comment Ouais. dire. Tu sais genre dans ma tête quand je vivais la saison, je me disais putain il y a ça a changé, ça a changé, mais avec la constance je savais qu'on aurait Pete Carroll comme coach. Et en fait maintenant quand j'essaie de me souvenir de ce que je pensais au moment de ces matchs, ben, en fait c'est plus du tout pareil quoi. Donc comment j'ai vécu la saison? Euh, Bah, le premier match abominable d'ailleurs, hein, vraiment abominable. Mais après la suite, le début de saison a été assez sympa. Surtout qu'il y a le sentiment, en fait, pour résumer un peu cette saison, faut revenir un peu en avant, hein. Fin 2021, les Seahawks trade Russell Wilson, mettent Geno Smith en tant que quarterback. Geno Smith qui avait été drafté au début des années 2010 et qui en fait n'avait quasiment plus été titulaire depuis cette saison et avait été resté était le quarterback numéro 2 de Russell Wilson sur les 3 dernières années à Seattle. Et là à ce moment-là tout le monde explique que en fait et moi le premier, hein, d'ailleurs, que Pete Carroll commençait à être complètement dépassé, que Russell Wilson portait notamment une grande partie de la franchise, et qu'en fait tout le monde attendait les Seahawks au premier pick. Alors moi je les attendais pas au premier pick, je tiens à dire. Je pensais juste que c'était d'erreur de se débarrasser de Wilson. À ce moment-là, moi je savais qu'on pourrait avoir un bilan équilibré parce que mine de rien, il restait des bons joueurs dans l'équipe. Et en fait, Geno Smith arrive et Geno Smith fait une excellente saison, monte vraiment en puissance. Et donc là, c'est la deuxième saison de est-ce que c'était un one year wonder ou pas. Euh, Finalement, alors, les gens sont très partagés sur la saison de Fields. Moi, je pense qu'il fait une bonne saison. Il a fait des erreurs, hein. On va dire, il y a des régressions à la moyenne, hein. Donc, il y a des choses sur lesquelles il était trop bon l'année dernière, sur lesquelles ça pouvait pas durer. Mais globalement, il fait une saison plutôt solide, euh, même s'il se blesse au milieu. Et après, à son retour, il fait une fin de saison pour moi qui est assez monstrueuse. Mais du coup, de ce côté-là, en fait, l'équipe est pas du tout pénalisée par l'attaque, hein. Enfin, pas du tout. Je sais pas, mais enfin, c'est pour moi une force de l'équipe, hein. Et en fait, par contre, la défense, et Pete Carroll a la réputation d'être un coach défensif, la défense, ça faisait quelques années, c'était une catastrophe. On a eu 3 matchs, on a pensé que ça irait mieux, et en fait, c'était une souffrance. Globalement, c'était une souffrance toute la saison. Et franchement, regarder une équipe se faire, enfin, je pense que les fans de foot américain comprennent de quoi je parle, mais vraiment, voir une équipe pas capable d'arrêter une attaque, c'est très très frustrant, quoi. C'est vraiment, ça enchaîne et ça enchaîne et en Le fait, match est ça a long. pas de fin. Et ouais, le match est vraiment très long. Alors, quand tu sens que la défense sera pas capable d'arrêter l'attaque, c'est interminable. Et, euh, et ça a été, ouais, ça a été assez pénible à regarder. Euh, Surtout avec un coach comme Pete Carroll qui est un coach défensif et qui a eu une des plus grandes défenses de l'histoire entre 2012 et 2015. Donc c'est toujours assez douloureux, on va dire. Ouais, ouais, bah, j'imagine. Donc au final, pas si déçu que ça ou c'était attendu au vu de la saison là, ce résultat, ce classement final. Pas si déçu parce que en fait alors tu loupes de peu les playoffs, c'est sûr que ça aurait été moi j'étais pour y aller, hein, c'est toujours sympa d'y aller. Après tu sais que cette année-là tu sais qu'avec ta défense et avec les blessures et oui et aussi on a eu pas mal de blessures pas très arrangeantes cette année, tu sais que tu vas pas aller au Super Bowl donc en fait moi je suis pour dans tous les cas je suis pour jouer les playoffs, mais là avec le recul j'ai pas de d'amertume, hein, Ouais. sur cette saison. J'ai pas l'impression qu'on ait laissé passer une occasion en or d'aller au Super Bowl. Par contre, on a loupé une occasion d'aller en playoff, ça c'est sûr, hein. Ça s'est joué à peu sur beaucoup de matchs. Je pense qu'il y avait trop de talent dans cette équipe pour louper les playoffs, mais c'est pas. Et puis comme je te disais, en fait, le sentiment de frustration, il est pas le même, puisqu'en fait, on tourne une page, du coup, on part sur quelque chose de nouveau. Donc,
C'est à partir du moment où tu sais que tu as tourné une page, tu te dis, bah. Enfin, il n'y avait pas de regret. De toute façon, Ouais, c'était pas cette bien année sûr. qu'on l'aurait gagné. Et du coup, là, on passe à autre chose. Donc, Et du coup, non. Du coup, non, je vais pas. Je l'ai pas si mal vécu cette saison. Même si je pense que tu reprends mes live tweets, il y a des moments où je devais être assez hors de moi. Mais mine de rien, je l'ai pas, comme je te disais, ouais, soit je l'ai pas mal vécu et en plus, j'ai trouvé que ça a été une bonne saison d'échange sur Twitter aussi avec les gens et en fait, ça compense. il y a l'expérience personnelle qu'on a là-dessus, ça compense aussi, enfin, ça aide aussi, hein, c'est quand les échanges constructifs, sympas avec des gens, c'est toujours, ça rend la saison toujours un peu moins amère. Ouais. Bon, en tout cas, c'est super cool. Et du coup, comment est-ce que tu vis comment est-ce que tu vis cette nouvelle transition, ce changement? Comment tu as reçu le départ de Pete Carroll et voilà, qu'est-ce que tu vas particulièrement regarder là dans cette intersaison? Euh, Attends, tu me rappelleras après la fin de la question parce que Bien du coup sûr, la ouais. première risque de prendre un peu de Y a temps. pas de souci. Euh, Pete Carroll, moi, il y a un moment dans la franchise où j'étais pour son départ, hein. Il y a 2-3 ans où j'étais vraiment pour son départ. Depuis le départ de Wilson et ce qu'il a fait, on se rend compte à quel point c'était un coach monstrueux, hein. Enfin, même si j'étais pour son départ, c'est vraiment un coach que j'adore. Là, son départ, et ben en fait, non mais c'est ridicule, hein, mais je sais que beaucoup de gens, en fait, pour avoir lu, j'ai vraiment beaucoup de gens ont le ressenti comme ça. Mais enfin, c'est comme si c'était un proche, enfin, je sais pas, tu perdais un ami ou un truc comme ça, quoi. Vraiment, mais je trouve ça ridicule, tu vois, genre à expliquer à quelqu'un que ça a été vécu comme ça. Mais Mais ça en fait, fait c'est un 14 ans qu'il mec, est là, hein. mais ça fait 14 ans, mais en fait, c'est un mec qui a une telle personnalité. Enfin, c'est le coach, c'était le coach le plus vieux de la ligue. Enfin, il courait comme un mec de 30 balais sur le long de la touche, quoi. Enfin, c'est un enfant, un gars à tous les meetings, il y avait un putain de panier de basket et il y avait un concours de lancer franc avant la réunion, quoi. Mais il avait tellement d'énergie qu'il y a des meetings où il a jeté une chaise à travers une fenêtre tellement enfin, il était en feu, quoi. Et ce gars-là, il a 70 balais. Enfin, c'est, euh, c'est fabuleux. Enfin, il met c'est un mec qui met du Rick Ross aux entraînements euh, et qui laisse tous les joueurs vraiment. En fait, ils ont l'expression aux États-Unis, là, un player's coach. Enfin, Mm. il est adoré par ses joueurs et il adore ses joueurs, hein. D'ailleurs, c'est un de ses derniers mots de sa conférence de presse. On se rend pas. Enfin, ça part des joueurs et c'est que les joueurs la ligue et on leur rend pas assez, quoi. Et c'est vraiment. Enfin, je manque les mots pour définir je sais pas, même le sentiment de proximité que j'ai pu ressentir avec un mec qui sait même pas que j'existe, quoi. Donc ça a été, et puis en fait, il a vraiment défini la culture de la franchise, hein, en soi, hein. S'il y a des joueurs qui venaient jouer à Seattle alors que c'était un petit marché, c'est aussi parce qu'il y avait Pete Carroll. Au moment où les Seahawks sont en pleine bourre, la période 2012-2015, et que les Patriots reviennent vraiment sur le devant de la scène, il y avait vraiment deux écoles. En fait, il y avait l'école Belichick, qui était l'école très dure, hein, il n'y avait pas spécialement de place. Un peu moins de place, on va dire, pour l'humain, entre guillemets, et l'école Pete Carroll, où il y avait de la musique aux entraînements, en fait, c'était toujours la compétition. Tu avais le droit de trash talker tout le monde. Donc il y avait deux esprits très différents, hein, à ce moment-là entre ces deux franchises, quoi. Et du coup, celle de Seattle incarnée par Pete Carroll incarnait une culture en tant que telle dans la NFL. Bah écoute, c'est un bel hommage à Pete Carroll. Et du coup, deuxième partie de la question, comment est-ce que tu vois l'avenir, ou en tout cas après, la première étape, ce sera l'intersaison avec la nomination de Mike McDonald. Pareil Ah bah comme... attends, en fait, je viens de me rappeler excuse-moi, je viens de me rappeler de tous les Dis-moi. trucs que j'avais oublié de dire aussi sur Pete Carroll. Ah bah Euh, excuse-moi, vas-y, vas-y. aussi, Non, non, mais t'as raison. Moi, en fait, comme j'étais parti dedans, j'ai eu un trou. Aussi des parties des pourquoi j'adore ce coach. C'est que c'est un mec qui a pas eu peur de se mouiller sur les questions politiques, hein. Notamment quand il y a eu, avec George Floyd, il y a eu le mouvement Black Lives Bien Matter. sûr. Beaucoup de coachs ont mis ça un peu sous le tapis. Lui, plusieurs fois, il a fait venir des intervenants, donc des acteurs des droits civiques pour les Noirs aux États-Unis. Il les a fait venir plusieurs fois dans les conférences. Il a dit texto qu'en fait que tant que des gens auraient des choses à dire dans l'équipe là-dessus, tu vois, genre
ne passerait pas à autre chose, quoi. Enfin, que enfin, les questions les joueurs étaient tous libres de venir parler de ce sujet-là, et tant que ce sera un sujet, tout le monde pourrait venir en parler, tu vois. Et, et avec en plus, pendant ce moment-là, il y avait des joueurs qui voulaient mettre le genou au sol. Du coup, ça, il n'y a jamais eu de problème à Seattle, hein. Tous les joueurs ont eu le droit de mettre les genoux au sol. Mais comme il y avait un peu ce débat débile aux États-Unis, comme quoi c'était manquer de respect au drapeau ou à l'armée, mettre le genou au sol, Pete Carroll avait proposé dans tous les cas, en fait, pour les joueurs qui, dans tous les cas, ne mettaient pas le genou au sol, en fait, l'équipe se tenait sur le bord du terrain en se tenant les bras, quoi. Enfin, il y avait un peu un sentiment d'unité et à la fois, on savait ce que ça évoquait. Donc, c'est un gars qui s'investit à fond là-dedans. Enfin, et encore une fois, on parle d'un blanc de 72 ans, quoi. Bah, c'est pas un mec qui a grandi non plus à une époque, pas un mec de 30 ans aujourd'hui, quoi. Enfin, il avait une conscience assez aiguë des problèmes que pouvaient rencontrer ses joueurs et qui était assez impressionnante. Après, ça a forcément aidé puisque c'est un coach qui a énormément coaché en universitaire, hein, donc était au contact de jeunes pendant très souvent, pendant très longtemps, pardon. Euh, mais donc ça aussi, ça faisait partie. C'est un gars qui s'est investi. Enfin, ça allait au-delà du football. Vraiment, son impact allait vraiment au-delà de ça. Avant tout, un très bon En humain plus du fait que avant d'être un très bon coach. c'est ça, ouais. C'est pour moi, c'est un grand être humain, et c'est pour ça que en fait je te disais, là, c'est un peu ridicule, parce qu'un mec qui m'a j'avais connu, mais en fait, il y a beaucoup de gens que je lisais, quand je lis les hommages de Jean de Seattle et tout ça, en fait, il y a vraiment ce sentiment de gars avec qui on se sentait proche, en fait. Il y a une personnalité tellement forte, tellement joviale et tellement humain qu'en fait, tout le monde se sentait assez connecté je pense, à ce personnage-là. Et attends, que je te dis, que j'oublie pas de trucs sur lui. Bon, ça commence à être un peu long comme hommage, hein, mais Non, mais et on a les hommages qu'on mérite, euh, hein. euh, non, mais enfin oui, et puis en plus, c'est un mec qui a jamais lâché un seul joueur ou un seul coach sous le bus, hein, qui s'est jamais caché derrière ça. Donc un mec qui est loyal en plus à toute épreuve. Donc et il fait partie, oui, pour le mot de la fin, et c'est un truc que j'ai déjà tweeté sur l'hommage de la fin. Pete Carroll, enfin c'est plus qu'un gars des Sioux, c'est les Sioux en fait. C'est ce mec, c'est les Sioux de l'époque, et ça fait partie des personnes pour lesquelles je me suis senti, enfin je me suis senti fier de supporter cette franchise pendant longtemps, quoi. Je savais que c'était la franchise enfin j'étais amoureux de la franchise forcément d'avoir de la passion pour Pete Carroll, mais Pete Carroll faisait partie des raisons pour lesquelles j'étais fier d'être supporter de cette franchise, parce qu'il incarnait la franchise et la franchise l'incarnait en fait. Et donc, euh, et donc voilà. Bah écoute, c'est très bel hommage. Et nul doute que si Pete Carroll écoute ce podcast, sera sûrement très heureux d'écouter de belles choses comme ça sur lui. Mais j'imagine que les Américains sont tout autant dithyrambiques que toi à son sujet. Ouais. Bah, ils s'en sont chargés puisque dans le Seattle Times là du mois dernier, il y avait en fait il y a des supporters se sont réunis pour financièrement mettre il y a des espaces publicitaires Ouais, et ça coûte $7 000, et du coup il y a plein de supporters qui se sont réunis pour prendre un carte publicitaire pour faire un hommage à Pete Carroll, et Pete Carroll l'a vu et a remonté ce truc-là et a envoyé un mail au gars qui avait fait ça, qui avait initié le truc, hein, de remerciement à tous les supporters, quoi. bah écoute, ça en dit encore un peu plus sur la personne qu'il est. Mais, euh, mais ouais, du coup, après la fin du coup de l'ère Pete Carroll, mine de rien qui a duré 14 années, comment tu vois la suite là maintenant? Est-ce que tu as un petit peu est-ce que tu as un petit peu peur que ça se passe mal, ou au contraire c'est une nouvelle page qui s'écrit, donc un peu d'excitation? Comment tu ressens les choses? Plutôt de l'excitation, hein, maintenant parce que malgré tout ce que j'ai dit, enfin, en fait, il y a un moment, la page, elle devait se tourner dans tous les cas, hein. L'équipe ne progressait pas nécessairement, notamment au point de vue de la défense. Donc, fallait la page se tourne. Et si elle devait se tourner, je trouve que ce qui est fait aujourd'hui par le staff est très bon, parce qu'ils sont pas tombés dans l'erreur de prendre forcément un coach qui connaissait la maison, hein, qui connaissait la culture et tout ça, même parce que c'est important, hein, de garder cette culture dans cette équipe, hein, puisque enfin Mike McDonald, il n'arrive pas dans une équipe, enfin il arrive dans une équipe qui a été coachée par Pete Carroll, dont les mecs ont connu que Pete Carroll dans leur carrière, hein. Donc
Donc c'est important aussi de garder la culture. Mais ils sont allés chercher un coach défensif, novateur, qui est extrêmement novateur, hein, qui est un des meilleurs coordinateurs des 2 dernières saisons. Donc là-dessus, donc en plus ils sont allés vers la jeunesse et vers l'innovation, ce qui moi me plaît particulièrement, hein. Je pense qu'en NFL aujourd'hui, soit t'as l'équipe et encore c'est rare, t'as vraiment un talent, un groupe de talents monstrueux et tu peux t'en sortir. Soit à un moment faut innover, hein. Et de toute façon c'est les équipes qui innovent aujourd'hui qui vont au Super Bowl, hein. Les 49ers sont les premiers représentants. Euh, donc là-dessus, non, je suis assez satisfait. En plus, il a cherché un coach universitaire pour son coach offensif, donc il y a vraiment une notion de nouveauté, hein. Je dis pas que ça va marcher, hein, mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien le process qui est mis en place. Et aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Pete Carroll, c'était pas que Pete Carroll, hein, c'était un tandem. Il était avec John Schneider, qui était le general manager. Euh, ils avaient tous les deux des responsabilités assez conjointes, hein. John Schneider n'avait pas le rôle d'un general manager habituel, hein. C'est-à-dire que c'est pas lui qui choisissait le staff, hein. Pete Carroll avait le mot final sur beaucoup de choses. Et là, maintenant que Pete Carroll est parti, ou restera potentiellement dans la franchise, hein, maintenant que Pete Carroll est parti, John Schneider a vraiment la main sur le recrutement du staff. Donc en fait, il y a aussi, enfin, la patte CEO que c'est pas part pas qu'avec Pete Carroll, puisqu'en fait ce gars-là reste aussi, hein. Donc je pense que le navire est entre très bonnes mains actuellement. Et ouais, donc je dirais que c'est plutôt de l'excitation de voir la suite, quoi. Après c'est et je pense que Mike McDonald a l'équipe aujourd'hui avec quelques ajustements à l'équipe pour gagner, en tout cas pour aller en playoff dès la saison prochaine. Eh ben écoute, ça me paraît très bien comme mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être un sujet qu'on a oublié ou un mot supplémentaire sur l'avenir des Seahawks, voilà, une dernière, dernière Non, pensée. bah, je réfléchis, hein, parce que j'ai beaucoup déroulé dans mes pensées, donc j'ai nécessairement oublié les trucs que j'avais envie de dire. Bon, d'ailleurs, merci pour ce format-là, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on ait l'occasion de se libérer autant, de suivre un peu le fil des pensées, un peu d'aller plus dans l'émotion, enfin comment dire, enfin, disserter un peu sur le sport et sur les équipes qu'on aime bien. Non, 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 bah non, si, j'aimerais quand même remercier, je le fais souvent par écrit, hein, mais enfin, merci aussi la communauté Twitter, hein, NFLFR, et aussi ceux qui suivent sur le compte Seahawks France, hein, parce que enfin, c'est ce qui permet à enfin, moi je m'imagine comme un débile en slip qui regarde mes matchs, un match dans mon canapé, et ça permet de. Non mais enfin, et je raconte, enfin, c'est des discussions de comptoir parfois, tu vois. Oui, Et c'est oui. juste que grâce à Twitter, bah, ça a de l'audience, et il y a des gens qui ont envie d'échanger là-dessus, qui remercient en plus, enfin qui me disent merci pour ton travail. La notion de travail enfin, c'est bon, déjà parce que bon, je gagne pas d'argent, puis surtout que ça me fait immensément plaisir, quoi. Enfin, c'est plus moi qui devrais vous remercier que l'inverse. Donc toujours merci aux gens qui aiment échanger sur ce réseau. Et encore merci à toi, hein, là-dessus. Euh, et après, bon, sur la franchise, non, je pense que j'ai quand même globalement tout dit, hein, juste que c'est une franchise dont je suis très fier d'être supporter, un sport que j'adore, et je pense qu'il n'y a pas spécialement plus à ajouter. Non, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. On a évoqué pas mal de choses. Il y a de quoi se documenter pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus. Il y a des vidéos à aller voir. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et ouais, effectivement, hein, c'est vrai qu'il y a ce côté petite communauté NFL là, que je suis en train de découvrir un petit peu et que je vais continuer à découvrir, qui est super cool, super intéressant. Et ouais, il y a des beaux comptes à suivre, comme le tien notamment, que j'invite à tout le monde d'aller te suivre, hein, @Seahawks France, hein. Donc voilà, qu'on continue comme ça. Merci d'avoir surtout accepté, hein, de venir. Ouais, ça faisait un petit mois qu'on était en contact, je crois, avant que tu viennes. Donc voilà, tu m'as fait confiance et je te remercie. Ça donne cette très belle émission dont je suis très content, puisqu'on a pu évoquer beaucoup de choses. Et ouais, t'as pu vider ton sac, hein. Donc est-ce que t'as ressenti quand même le petit côté thérapie au final? Ah bah carrément, ah non, Ouais. mais carrément. Tu vois, enfin, je pensais pas autant déballer, que ça coulerait autant de sources.
Bah, tu vois, écoute, Vraiment, ça a la été. réputation ou en tout cas l'expression que m'a trouvé Steven de Wolves Actu lors du deuxième épisode n'est pas usurpée. Et c'est vrai que tout le monde a cette petite sensation d'avoir pu déballer un peu son sac. Donc en tout cas, je suis très content de t'avoir reçu Clément là pendant finalement, on va bientôt être à 1h30. Donc tu vois, on en a dit Ouais. des choses. Et puis voilà, je te remercie une nouvelle fois. Et puis en tout cas, pour nos éditeurs, n'hésitez pas à aller suivre Clément donc sur Seahawks France. Et à vous du commenter un petit peu sur les Seahawks pendant cette longue intersaison Mm. NFL qui vous attend. Et en tout cas, je vous dis à Mm. la. Ouais, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, excuse-moi. Non, bah, encore merci à toi. Vraiment, Ouais. le concept est top. Alors, juste j'écris sur Twitter, mais j'écris aussi pour le site Touchdown Actu quelques articles Ok. statistiques. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à checker aussi. Mais non, non, non. Sinon, encore merci pour l'accueil. C'était vraiment top. Le concept est vraiment trop cool. Et bah, je vous souhaite tous une bonne intersaison ou une bonne saison pour ceux qui suivent encore des sports actifs. Eh ben écoute, on va finir sur ça. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Passez une bonne journée et ciao ciao.